J'étais en train de fêter mon anniversaire avec ma famille dans un restaurant quand une serveuse a laissé discrètement un papier sur ma table. Ne buvez pas ça. Je suis resté figé. J'ai décidé d'échanger mon verre avec celui de ma belle-fille et ce qui est arrivé 5 minutes plus tard. Je suis contente que tu sois là. Suis mon histoire jusqu'à la fin et écris en commentaire depuis quelle ville tu me regardes. Comme ça, je pourrai voir jusqu'où est arrivée mon histoire. Je m'appelle Gloria et j'ai 62 ans. Je n'aurais jamais pensé que mon 62e anniversaire serait le jour qui me sauverait la vie, mais aussi le jour où je découvrirais jusqu'où peut aller la trahison familiale. C'était un vendredi soir quand mon fils Marcus m'a emmené au restaurant italien que j'aimais tant. Il avait choisi cet endroit parce qu'il savait que c'était mon préféré, ou du moins c'est ce que je croyais. Alison, ma belle-fille, était assise en face de moi, souriant d'une manière qui m'avait toujours semblé un peu forcée, mais que j'attribuais à de la nervosité ou de la timidité. Le restaurant était plein de familles qui célébraient. L'ambiance était chaleureuse et accueillante. Les lumières douces créaient des ombres dorées sur les tables en bois et l'odeur d'ail et de basilic flottait dans l'air. Marcus avait commandé une bouteille de vin rouge pour trinquer et je me sentais vraiment heureuse d'être entourée de ma petite famille. « Maman, tu es rayonnante ce soir », m'a dit Marcus en servant le vin dans nos verres. Ses yeux brillaient de tendresse et pendant un instant je me suis sentie comme la mère la plus chanceuse du monde. Alison a hoché la tête avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais j'étais trop concentré sur le bonheur du moment pour m'en rendre compte. Nous avions commandé nos plats préférés. J'avais choisi le poulet parmesan que je prenais toujours ici. Marcus avait pris des spaghettis à la bolognaise et Alison avait commandé une salade César, disant qu'elle faisait attention à sa ligne. Pendant le dîner, la conversation était normale. Marcus me racontait son travail au bureau d'assurance et moi je partageais des histoires de mes journées de jardinage et de mes cours de yoga pour seniors que j'avais commencé à suivre. Mais il y avait quelque chose dans l'air que je n'arrivais pas à identifier. Une tension subtile qui semblait venir d'Alison. Chaque fois que Marcus se tournait pour me parler, elle le regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ses doigts tapaient nerveusement sur la table et plusieurs fois je l'ai vu vérifier son téléphone discrètement. Quand est venu le moment du toast, Marcus s'est levé avec son verre à la main. « Pour maman », dit-il avec une voix émue, « pour être la femme la plus forte que je connaisse, pour nous avoir élevés avec tant d'amour après que papa nous ait quittés et pour m'avoir appris ce que signifie la vraie force. » Ces mots m'ont touché au cœur et j'ai senti des larmes de bonheur me monter aux yeux. Alison a aussi levé son verre, mais j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement. « Pour Gloria », dit-elle d'une voix qui me parut un peu rauque, pour être une belle merci, spéciale. La pause avant le mot spécial m'a marqué, mais j'ai décidé de ne pas y prêter attention. Juste au moment où j'allais porter mon verre à mes lèvres, j'ai senti quelqu'un s'approcher de notre table. C'était une serveuse, une jeune femme aux cheveux bruns attachés en queue de cheval. Elle s'est penchée subtilement vers moi, comme si elle allait nettoyer quelque chose, et a glissé un petit papier plié à côté de mon assiette. Le geste fut si discret que ni Marcus ni Alison ne s'en sont aperçus. La serveuse m'a lancé un regard intense, presque urgent, avant de s'éloigner rapidement vers une autre table. Mon cœur a commencé à battre plus vite sans que je sache pourquoi. Avec des mains tremblantes, j'ai déplié le papier sous la table, en le gardant caché. Les mots étaient écrits d'une écriture claire et pressée. Ne buvez pas ça. Votre vie est en danger. Faites-moi confiance. Le monde sembla s'arrêter autour de moi. Le bruit du restaurant devint un murmure lointain et j'avais l'impression de regarder la scène de l'extérieur de mon corps. Ma première réaction fut de penser que c'était une mauvaise blague, mais quelque chose dans les yeux de cette serveuse m'avait transmis un sérieux que je ne pouvais ignorer. J'ai regardé mon verre de vin, que j'attendais avec impatience de goûter quelques secondes avant. Maintenant il me semblait contenir quelque chose de sinistre. J'ai réussi à garder une expression normale pendant que mon esprit tournait à toute vitesse. Marcus et Alison continuaient à discuter, inconscients de ce qui venait d'arriver. « Excusez-moi », dis-je d'une voix que j'espérais naturelle, « j'ai besoin d'aller aux toilettes un instant. » Je me suis levé sur des jambes tremblantes, le papier dans ma poche. En marchant vers les toilettes, ma tête était pleine de questions et de peur. Aux toilettes, je relus encore et encore le mot, comme si les phrases allaient changer par magie. L'écriture était féminine, faite à la hâte mais lisible. Il n'y avait ni signature ni explication, juste cet avertissement direct et terrifiant. Quand je suis revenu à table, j'ai essayé d'agir normalement, mais à l'intérieur j'étais morte de peur. J'ai observé Marcus et Alison avec de nouveaux yeux. Marcus semblait totalement normal,
parlant avec enthousiasme de ses projets de rénovation de maison. Mais Alison, il y avait quelque chose de différent. Ses yeux allaient nerveusement de mon verre à mon visage, comme si elle attendait quelque chose. C'est alors que j'ai pris une décision qui allait tout changer. Quand Marcus s'est tourné pour appeler la serveuse et demander plus de pain, j'ai profité de ce moment de distraction. Avec un geste rapide et naturel, j'ai échangé mon verre avec celui d'Alison. Le liquide était identique, le même vin rouge que nous buvions depuis le début de la soirée. Enfin, dis-je en levant ce qui était maintenant mon verre, trinquons à ce beau moment en famille. Marcus sourit largement et leva son verre. Alison, sans se rendre compte de l'échange, leva aussi le sien, celui qui était le mien au départ. Nous avons bu en même temps. Le vin avait le même goût que d'habitude, mais je n'arrivais pas à me concentrer dessus. Je regardais Alison intensément, cherchant un signe que quelque chose n'allait pas. Au début, rien ne se passa. Nous avons continué à manger et à discuter. Marcus me raconta qu'il espérait une promotion au travail et je lui parlais de mon projet de voyage à Portland pour voir ma sœur en automne. Alison participait à la conversation, mais elle paraissait de plus en plus agitée. Exactement 5 minutes après le toast, ça a commencé. Alison porta sa main à son ventre avec une expression de confusion. « Je me sens un peu bizarre », murmura-t-elle. Marcus s'inquiéta tout de suite et lui demanda si ça allait. Elle secoua la tête en disant que c'était sûrement quelque chose qu'elle avait mal digéré au déjeuner. Mais alors son visage commença à pâlir visiblement. Ses mains commencèrent à trembler, pas comme avant par nervosité, mais de manière incontrôlable. « Je ne me sens pas bien du tout », souffla-t-elle. J'ai vu des gouttes de sueur apparaître sur son front, alors que la température du restaurant était agréable. Marcus se leva immédiatement, tenant sa femme par les épaules. « Chérie, qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il d'une voix alarmée. Je restais assise à regarder la scène, avec un mélange d'horreur et de fascination. Alison essaya de se lever, mais ses jambes ne la soutinrent pas. Elle retomba sur sa chaise, respirant de façon irrégulière. Ses yeux étaient vitreux et sa peau avait pris une teinte grisâtre qui m'a glacé le sang. « Appelle une ambulance » criai-je à Marcus, même si ma voix sonnait étrangement calme vu la situation. La panique se répandit dans le restaurant quand les autres clients comprirent qu'il se passait quelque chose de grave. En attendant les secours, mon esprit ne cessait de répéter les mots de ce papier. « Votre vie est en danger. » Et maintenant je savais, avec une certitude qui glaçait mon sang, que la personne en danger c'était moi. Le trajet en ambulance jusqu'à l'hôpital fut un cauchemar. Alison avait perdu connaissance et les secouristes travaillaient frénétiquement pour la stabiliser. Marcus me serrait la main à l'arrière, ses yeux remplis de terreur et de confusion. Je gardais le papier de la serveuse serré dans mon poing, comme si c'était la seule preuve que je n'étais pas folle. Aux urgences, les médecins emmenèrent Alison immédiatement. Marcus et moi restâmes assis sur ces chaises en plastique inconfortables qui semblent faites pour te rendre encore plus misérable. L'odeur de désinfectant me donnait la nausée et les lumières fluorescentes créaient une ambiance froide et impitoyable. « Je ne comprends pas ce qui s'est passé », murmura Marcus pour la 5e fois en se passant les mains dans les cheveux. J'étais bien jusqu'à il y a 1 heure. Peut-être que c'était quelque chose qu'elle avait mangé ou peut-être une grippe intestinale. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas encore lui parler du papier, pas avant d'être sûr de ce qui s'était vraiment passé. Mais au fond de moi je savais que ce n'était pas une simple intoxication alimentaire. Les mots de la serveuse résonnaient dans ma tête comme une alarme qui ne s'arrête jamais. Après ce qui sembla des heures, un jeune médecin barbu s'est approché de nous. Son expression était sérieuse et je pouvais voir dans ses yeux qu'il avait des nouvelles qu'il ne savait pas comment annoncer. « Êtes-vous la famille d'Alison Morrison » demanda-t-il. « Je suis son mari » répondit Marcus aussitôt. « Les voici ma mère. »« Comment va Alison » Le médecin s'assit devant nous, ce qui m'a immédiatement fait comprendre que les nouvelles n'étaient pas bonnes. « Votre femme est stable pour l'instant, mais nous devons parler de ce qui a causé son malaise. » Il fit une pause comme s'il choisissait ses mots avec soin. Les résultats des analyses de sang montrent la présence de digoxine à des niveaux extrêmement élevés. Marcus fronça les sourcils. Le digoxine ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un médicament pour le cœur, expliqua le médecin. En petite dose, il aide à réguler le rythme cardiaque, mais à la quantité que nous avons trouvée dans son organisme, c'est potentiellement mortel. J'ai eu l'impression qu'on me frappait dans l'estomac. Vous êtes en train de dire que quelqu'un l'a empoisonné, demandai-je d'une voix tremblante.
Je ne peux pas affirmer cela, répondit prudemment le médecin. Mais je peux dire que cette quantité de digoxine n'est pas arrivée dans son corps par accident. Nous allons devoir contacter la police pour enquêter. Marcus se leva brusquement, marchant de long en large dans le petit espace. C'est impossible, murmura-t-il. Personne ne voudrait faire de mal à Allison. C'est une bonne personne. Qui ferait ça? Je connaissais la réponse, mais je ne pouvais pas encore la dire. J'avais besoin de plus d'informations. Docteur, dis-je, est-il possible que quelqu'un ait mis ce médicament dans une boisson? Absolument, répondit-il. La digoxine peut se dissoudre dans des liquides et, dans ce cas, nous avons aussi détecté de l'alcool dans son système, ce qui peut renforcer les effets toxiques. C'était la confirmation que j'attendais. Je sortis le papier de ma poche avec des mains tremblantes et je le montrai à Marcus. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant les mots. « Maman, d'où vient ça ?» demanda-t-il d'une voix brisée. Je lui racontai tout. La serveuse, le message, ma décision d'échanger les verres. À chaque phrase, je voyais la couleur disparaître du visage de Marcus. Quand j'eus terminé, il s'effondra sur la chaise comme vidé de toute sa force. « Ce n'est pas possible, murmura-t-il. Tu veux dire que quelqu'un a essayé de t'empoisonner, toi? C'est exactement ce que je dis, répondis-je d'une voix ferme, même si, à l'intérieur, je tremblais. Le médecin nous écouta avec une expression grave. Je vais prévenir la police immédiatement, dit-il. Et nous allons devoir vous faire, à vous deux, des analyses de sang pour nous assurer que vous n'avez rien ingéré de dangereux. Quand le médecin partit, Marcus et moi restâmes en silence. Je voyais son esprit tourner, essayant de comprendre, arrivant à des conclusions qu'il ne voulait pas accepter. Marcus, dis-je doucement. J'ai besoin de te poser une question et je veux que tu réfléchisses bien avant de répondre. Il me regarda avec des yeux pleins de douleur. As-tu remarqué quelque chose d'étrange dans le comportement d'Allison ces derniers temps? Quelque chose de différent à la maison? Marcus mit longtemps avant de répondre. Quand il le fit, sa voix était à peine un murmure. Il y a quelques mois, elle a commencé à s'inquiéter beaucoup pour ta santé. Il s'arrêta, comme s'il ne voulait pas continuer. Quel genre d'inquiétude, insistai-je. Elle disait qu'elle te trouvait parfois confuse, que tu oubliais des choses, qu'on devrait peut-être envisager des options de soins pour toi. Les mots sortaient de sa bouche comme s'ils lui faisaient mal physiquement. Mon sang se glaça. Options de soins. Une maison de retraite, murmura Marcus sans pouvoir me regarder dans les yeux. Elle disait qu'elle avait trouvé de très bons établissements, que ce serait mieux pour toi d'avoir des soins professionnels. Marcus, dis-je d'une voix tremblante, je n'ai pas de problème de mémoire, je ne suis pas confuse, je vais parfaitement bien. Je sais, murmura-t-il. Mon Dieu, je le sais, mais elle était si convaincante. Elle me montrait des articles sur la démence précoce, elle me parlait de signes d'alerte et moi, je voulais croire qu'elle ne faisait que se soucier de toi. Quoi d'autre, demandai-je, même si je n'étais pas sûr de vouloir entendre la suite. Marcus se couvrit le visage avec les mains. Le mois dernier, elle a suggéré que tu devrais me donner une procuration sur tes finances. Elle disait que c'était juste par précaution, au cas où il t'arriverait quelque chose. Sa voix se brisa. Et j'ai failli accepter. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. J'eus la nausée. Le tableau complet commençait à se dessiner et il était plus horrible que ce que j'avais imaginé. Allison n'avait pas seulement prévu de m'empoisonner, elle avait préparé le terrain pour que ma mort paraisse inévitable, presque attendue. Il y a autre chose, continua Marcus d'une voix faible. Il y a 3 semaines, j'ai trouvé des flacons de comprimés dans son sac. Quand je lui ai demandé, elle a dit que c'était des vitamines pour elle. Mais maintenant que j'y pense, je ne l'ai jamais vu en prendre. Tu te souviens de quel type de comprimé c'était? Je ne sais pas. C'était de petits comprimés blancs, mais il y en avait beaucoup dans différents flacons. À ce moment, une infirmière s'approcha de nous. « Madame Morrison ?» demanda-t-elle. « Je suis Gloria Morrison », répondis-je, même si techniquement j'avais repris mon nom de jeune fille après mon divorce, des années auparavant. « La police est ici et voudrait vous parler. Le médecin veut aussi vous informer de quelque chose que nous avons trouvé dans les analyses supplémentaires. » Nous suivîmes l'infirmière jusqu'à une salle privée où nous attendaient 2 détectives et le médecin que nous avions déjà vu. Le docteur avait une expression encore plus grave qu'avant. Nous avons fait des analyses plus détaillées,
commença-t-il, et nous avons trouvé quelque chose de troublant. Madame Morrison n'avait pas seulement de la digoxine dans son organisme, elle avait aussi des traces d'autres médicaments pour le cœur. Il semble qu'elle en ait pris de petites quantités pendant une longue période. Mon monde vacilla. Vous êtes en train de dire que quelqu'un m'a empoisonné petit à petit? C'est l'explication la plus probable, confirma le médecin. L'un des détectives, une femme d'âge moyen aux cheveux gris, se pencha en avant. Madame Morrison, avez-vous pris des médicaments récemment? Avez-vous remarqué des symptômes inhabituels? Je pensais aux derniers mois, les étourdissements occasionnels que j'avais attribués à mon âge, la fatigue que je croyais normale, les moments de confusion qui m'avaient inquiété mais que j'avais décidé d'ignorer. Oui, murmurai-je. J'ai ressenti des choses, mais je pensais que c'était seulement l'âge. Marcus me prit la main. Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne voulais pas t'inquiéter, répondis-je. Et parce qu'Alison m'assurait que c'était normal à mon âge. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une accusation. Et c'est alors que je réalisai que ma propre belle-fille avait essayé de me tuer lentement et méthodiquement, tout en convainquant mon fils que je perdais la tête. Le monstre ne venait pas de l'extérieur, il vivait dans ma propre famille. Les jours suivants passèrent comme un cauchemar au ralenti. Alison était en soins intensifs, stable mais toujours inconsciente. Marcus ne me quittait pas d'une semelle, comme s'il craignait qu'il m'arrive quelque chose s'il me laissait seul. La culpabilité le rongeait et je le voyais dans chaque ligne de son visage. La détective Sarah Chen était venue me voir 3 fois en 4 jours. C'était une femme méticuleuse, avec des yeux qui semblaient percer les mensonges, et chaque conversation révélait de nouvelles pièces du terrible puzzle qu'avaient été mes derniers mois. Madame Morrison, me dit-elle lors de notre dernière rencontre, nous avons enquêté sur le passé médical de votre belle-fille. Ce que nous avons trouvé est inquiétant. Nous étions assis dans mon salon, le même où Alison était venue tant de fois me soigner pendant mes soi-disant épisodes de confusion. Maintenant, chaque coin de cette pièce semblait contaminé par ces mensonges. Alison a travaillé comme assistante médicale pendant 5 ans avant d'épouser votre fils, continua la détective Chen. Elle avait accès à des médicaments et connaissait parfaitement les effets de différentes substances. Marcus, assis à côté de moi, paraissait chaque jour plus épuisé. Mais, pourquoi voudrait-elle faire du mal à maman? Je n'ai jamais compris quel est un problème avec elle. La détective échangea un regard significatif avec moi avant de répondre. Monsieur Morrison, nous avons vérifié les dossiers financiers de votre mère. Savez-vous qu'elle vous a nommé unique bénéficiaire de son testament? Bien sûr, répondit Marcus. C'est ma mère, mais ça ne veut rien dire. Je n'ai jamais souhaité qu'il lui arrive quelque chose pour de l'argent. Non, mais votre épouse, elle, connaissait l'héritage, dit doucement la détective. Et selon nos recherches, elle vous poussait à ce que votre mère fasse des changements dans ses documents légaux. Je me rappelais toutes ces conversations apparemment innocentes où Alison suggérait qu'il serait prudent de mettre mes affaires en ordre, et comment elle insistait pour m'accompagner à mes rendez-vous médicaux. Toujours avec ce sourire inquiet et cette voix pleine de fausse compassion. Il y a autre chose, continua la détective Chen. Nous avons trouvé de la correspondance sur l'ordinateur d'Alison. Elle avait recherché des maisons de repos spécialisées pour patients atteints de démence, des lieux très chers où les patients reçoivent rarement des visites familiales. Mon estomac se noie. Elle prévoyait de m'interner, on dirait. Mais pas seulement ça, nous avons aussi trouvé des recherches sur comment accélérer le déclin cognitif chez les personnes âgées et des méthodes pour faire paraître une mort naturelle chez des patients ayant des maladies cardiaques. Marcus se leva brusquement et marcha vers la fenêtre. Ses épaules tremblaient. Mon Dieu, murmura-t-il. Quel genre de monstre est-elle? Mais moi, j'avais besoin d'en savoir plus. Ces derniers jours, je me rappelais des incidents qui, à l'époque, semblaient insignifiants mais qui, maintenant, prenaient un sens sinistre. Le détective Chen, dis-je, je pense que je dois vous parler d'autres choses qui se sont passées. Pendant l'heure suivante, je racontais tout. Comment Alison avait commencé à me rendre visite plus souvent il y a quelques mois, apportant toujours du thé ou une collation spéciale. Comment, après ces visites, je me sentais étrangement fatiguée et confuse. Comment elle avait commencé, subtilement, à mettre en doute ma mémoire devant Marcus. Elle me disait des choses comme « Gloria, tu ne te souviens pas que tu m'as déjà raconté cette histoire hier ?»« Oh, chérie, tu viens de me poser cette question il y a 5 minutes, expliquait-elle. Et moi, je commençais à douter de moi.
Je pensais que je perdais peut-être vraiment la mémoire. Marcus se retourna depuis la fenêtre, le visage plein d'horreur. Je la croyais, murmura-t-il. À chaque fois qu'elle venait à la maison et me disait que tu avais eu un épisode, je la croyais. Je pensais être un bon mari en te prenant en charge. La détective Chen prenait des notes avec soin. Vous souvenez-vous d'un épisode précis, Madame Morrison? Oui, répondis-je en sentant la colère remplacer la peur. Il y a 2 mois, Allison est venue déjeuner avec moi. Elle a apporté une soupe maison, disant qu'elle en avait fait trop et ne voulait pas gaspiller. Après l'avoir mangée, je me suis senti si mal que j'ai dû aller me coucher. Quand Marcus est arrivé le soir, elle lui a dit qu'elle m'avait trouvé confuse, que je ne me souvenais même pas avoir déjeuné avec elle. Et vous, que vous rappeliez-vous? Je me souvenais parfaitement du déjeuner, mais je me sentais si malade et désorienté que je n'ai pas pu me défendre. Marcus m'a emmené chez le médecin le lendemain, mais à ce moment-là, j'allais déjà mieux. Le médecin a dit que c'était probablement un virus intestinal. Marcus s'effondra sur sa chaise, le visage dans les mains. Elle t'empoisonnait petit à petit, murmura-t-il. Et moi, je l'ai aidé à te convaincre que tu devenais folle. Ce n'est pas ta faute, lui dis-je, même si, au fond, je ressentais un mélange complexe de douleur et de compréhension. Elle est très douée pour manipuler. Elle m'a manipulé, moi aussi. La détective Chen ferma son carnet. Madame Morrison, il y a quelque chose d'autre que vous devez savoir. La serveuse qui vous a donné le message, Jessica Torres, est étudiante en soins infirmiers. Sa grand-mère est morte il y a 2 ans dans des circonstances similaires à ce que vous décrivez. Mon sang se glaça. Qu'est-ce que vous voulez dire? La grand-mère de Jessica a commencé à montrer des signes de confusion et de déclin cognitif. Sa famille a cru que c'était une démence naturelle. Elle a été placée en maison de retraite, où elle est morte 6 mois plus tard d'une insuffisance cardiaque. Mais Jessica a toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. Et quel rapport avec moi? La personne qui s'occupait de la grand-mère de Jessica, celle qui avait convaincu la famille qu'un placement était nécessaire, c'était Allison Morrison. À l'époque, elle utilisait son nom de jeune fille, Allison Peters. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus releva lentement la tête, les yeux remplis d'une compréhension horrible. Vous êtes en train de dire que ma femme, qu'elle avait déjà fait ça avant. C'est exactement ce que nous sommes en train d'enquêter, confirma la détective. Jessica a reconnu Allison au restaurant. Elle la suivait discrètement depuis des semaines pour comprendre si ses soupçons étaient fondés. Quand elle a vu ce qui semblait être une situation similaire, elle a décidé d'agir. Je pensais à cette jeune serveuse qui m'avait sauvé la vie, une inconnue qui avait montré plus de soucis pour mon bien-être que ma propre belle-fille. Où est Jessica maintenant, demandai-je. J'aimerais la remercier. Elle coopère totalement avec notre enquête, et je pense qu'elle aimerait aussi vous parler. Marcus parla enfin, la voix brisée par l'émotion. Maman, je suis tellement désolé. Désolé d'avoir douté de toi. Désolé de l'avoir laissé te faire ça. Je m'approchai de lui et pris ses mains dans les miennes. Elles étaient froides et tremblantes. Marcus, écoute-moi. Allison est une manipulatrice experte. Ce n'est pas ta faute. Mais j'aurais dû voir les signes, insista-t-il. J'aurais dû savoir que quelque chose clochait. Comment aurais-tu pu le savoir? Elle se présentait comme la belle-fille parfaite, soucieuse de sa belle-mère âgée. N'importe qui aurait pensé qu'elle était bienveillante. La détective Chen se leva. Madame Morrison, nous aurons besoin que vous veniez au commissariat demain pour faire une déposition officielle. Nous voulons aussi que vous parliez avec Jessica Torres, si vous êtes d'accord. Bien sûr, répondis-je. Je ferai tout ce qu'il faut. Après le départ de la détective, Marcus et moi restâmes longtemps assis en silence. Le poids de tout ce que nous avions découvert était écrasant. Marcus, dis-je enfin, il y a quelque chose que tu dois comprendre. Pendant tous ces mois, quand je me sentais confuse et malade, le pire n'était pas le malaise physique. Le pire, c'était de penser que je te décevais, que je devenais un fardeau pour toi. Ses yeux se remplirent de larmes. Tu n'as jamais été un fardeau, maman. Jamais. Je le sais maintenant. Mais à ces moments-là, quand Allison me disait qu'elle s'inquiétait de mon déclin mental, j'avais l'impression de perdre non seulement ma tête, mais aussi ton respect et ton amour. Elle savait exactement sur quel bouton appuyer.
Là elle savait que ma plus grande peur était de te perdre comme j'ai perdu papa, murmura Marcus. Mon ex-mari était mort de la maladie d'Alzheimer quand Marcus avait 25 ans. Ça avait été une expérience dévastatrice pour toute la famille. Voir cet homme fort et brillant s'effacer peu à peu jusqu'à devenir l'ombre de lui-même. Allison a utilisé cette expérience contre nous, continuai-je. Là elle savait que tu aurais peur que je suive la même route que ton père, et elle a exploité cette peur pour te manipuler. Marcus acquiesça lentement. Et je suis tombé complètement dans son piège. J'avais tellement peur de te voir décliner que je n'ai rien remis en question de ce qu'elle me disait. Marcus, oui. Quand est la première fois qu'Allison a mentionné ma supposée confusion? Il réfléchit un instant. C'était peu après la mort de grand-mère Margaret et l'héritage qu'elle m'a laissé. Ma mère était décédée 8 mois plus tôt, me laissant une somme importante que j'avais prévu de léguer à Marcus, mais je comprenais maintenant que cela avait été le déclencheur du plan d'Allison. Là elle savait pour l'argent, dis-je, plus pour moi-même que pour lui. Là elle savait tout, confirma Marcus d'une voix amère, ton testament, l'héritage de grand-mère, mes peurs concernant ta santé, et elle a utilisé chaque information pour construire son plan parfait. Cette nuit-là, allongé dans mon lit et fixant le plafond, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point j'avais failli tout perdre. Pas seulement ma vie, mais aussi ma dignité, mon indépendance et ma relation avec mon fils. Allison avait prévu de me voler tout ce qui comptait pour moi et elle avait été sur le point d'y parvenir. Mais elle avait sous-estimé une chose, le pouvoir d'une inconnue compatissante qui a refusé de se taire en voyant le danger. Et cela, au final, avait causé sa perte. Jessica Torres avait les yeux les plus déterminés que j'ai jamais vus de ma vie. Quand nous nous sommes retrouvés dans le café près du commissariat, je pouvais voir en elle une force qui me rappelait moi à son âge. Elle était menue, à peine 23 ans, mais il y avait dans sa présence une sagesse qui ne vient que de la douleur. Madame Morrison, me dit-elle en s'asseyant en face de moi, j'attendais ce moment depuis 2 ans. Jessica, répondis-je en prenant ses mains dans les miennes, je n'ai pas de mots pour te remercier de ce que tu as fait. Tu m'as sauvé la vie. Ses yeux se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. J'aurais aimé pouvoir sauver ma grand-mère aussi. Pendant l'heure qui suivit, Jessica me raconta toute l'histoire de ce qui était arrivé à sa grand-mère, Elena Torres. C'était un récit qui me glaçait le sang, parce qu'il ressemblait beaucoup trop à ce qui m'était arrivé. Mamie Elena était la femme la plus forte que je connaissais, commença Jessica. À 78 ans, elle travaillait encore dans son jardin, cuisinait pour toute la famille le dimanche, gérait ses propres finances. Elle était complètement indépendante. Comment a-t-elle rencontré Allison, demandai-je. Ma grand-mère est tombée au supermarché et s'est blessée au poignet. Allison était là. Elle s'est présentée comme assistante médicale et a proposé de l'aider. Elle semblait si gentille, si attentive envers une vieille dame qu'elle ne connaissait même pas. Jessica prit une gorgée de son café avant de continuer. Allison a commencé à rendre visite régulièrement à ma grand-mère, lui apportant de la nourriture, l'aidant pour les courses. Elle disait qu'elle se sentait très seule parce qu'elle n'avait pas de famille proche, et que s'occuper de mamie Elena la faisait se sentir utile. Et ta famille a trouvé ça merveilleux, dis-je en devinant la suite. Exactement. Nous étions tous si reconnaissants que quelqu'un se soucie d'elle. Moi j'étais à l'université. Mes parents travaillaient en double. Allison semblait être un cadeau du ciel. Quand les problèmes ont-ils commencé? Jessica soupira profondément. Après 2 mois, Allison a commencé à mentionner de petits incidents. Qu'elle avait trouvé ma grand-mère confuse, qu'elle avait oublié d'éteindre la cuisinière, qu'elle répétait la même histoire plusieurs fois. Des choses mineures, mais inquiétantes. Mon estomac se noua en reconnaissant le schéma. Et vous l'avez cru? Au début, nous ne voulions pas l'accepter, mais Allison était très convaincante. Elle nous montrait des articles sur la démence, nous parlait de signes d'alerte, et peu à peu nous avons commencé à remarquer des choses chez mamie qu'on n'avait pas vues avant. Comme le fait qu'elle paraissait plus fatiguée, qu'elle semblait parfois confuse au téléphone. Il y avait des jours où elle ne se souvenait plus de conversations qu'on avait eues. Allison nous a convaincus qu'il fallait accepter la réalité, mamie se détériorait. Jessica s'arrêta, luttant contre les larmes. Le plus horrible, c'est que mamie a commencé à douter d'elle-même. Elle me disait aussi, Jessica, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Allison me dit que j'oublie des choses et elle a peut-être raison. Oh mon Dieu, murmurai-je.
C'est exactement ce qui m'arrivait. Oui. Et ensuite Allison a commencé à suggérer qu'il était peut-être temps de considérer une maison spécialisée. Elle disait qu'elle avait trouvé un endroit merveilleux, très cher mais excellent, où mamie recevrait les soins dont elle avait besoin. Et la famille a accepté? Pas tout de suite, mais Allison était insistante. Elle nous disait qu'il était égoïste de garder mamie à la maison alors qu'elle avait clairement besoin de soins professionnels, que nous mettions nos sentiments au-dessus de son bien-être. Je connaissais bien cette tactique, la culpabilité déguisée en préoccupation légitime. Combien de temps ta grand-mère est-elle restée dans cette résidence? 6 mois, répondit Jessica d'une voix brisée. 6 mois avant de mourir de ce qu'ils ont appelé une insuffisance cardiaque naturelle. Mais quand je suis allé la voir là-bas, quelque chose n'allait pas. Mamie me chuchotait qu'Allison venait souvent, toujours avec des vitamines spéciales que le médecin avait prescrites. Tu as enquêté sur ces vitamines? J'ai essayé, mais il était déjà trop tard. Mamie était morte, et quand j'ai demandé des infos sur ses médicaments, on m'a dit que tout son dossier médical était confidentiel. Jessica essuya ses yeux avec une serviette, mais je savais que quelque chose clochait. Ma grand-mère avait eu un cœur parfaitement sain toute sa vie. Elle n'avait jamais eu d'antécédent cardiaque. Et qu'as-tu fait alors? J'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai découvert qu'Allison avait travaillé dans cette résidence avant d'obtenir son poste d'assistante médicale. J'ai aussi découvert qu'il y avait d'autres cas similaires, des personnes âgées admises après un déclin cognitif soudain et mortes de problèmes cardiaques en peu de temps. Tu l'as dit à quelqu'un? J'ai essayé, mais je n'avais aucune preuve réelle, seulement des soupçons. La police m'a dit que des personnes âgées atteintes de démence mouraient tout le temps de complications. Les responsables de la résidence disaient qu'ils faisaient de leur mieux pour leurs patients. Personne ne voulait écouter une étudiante universitaire qui, selon eux, gérait mal son deuil. Mais tu n'as pas abandonné. Je ne pouvais pas. Quand j'ai vu Allison dans ce restaurant, c'était comme voir un fantôme. Je la suivais discrètement depuis des semaines pour rassembler des preuves. Quand je t'ai vu avec elle et que j'ai vu comment elle regardait ton verre de vin, j'ai su qu'elle allait recommencer. Comment as-tu su que c'était le vin? Je l'ai vu mettre quelque chose dans ton verre quand toi et ton fils étiez distraits en train de parler. C'était très subtil, mais je la surveillais précisément. À ce moment-là, j'ai dû prendre une décision, me taire et risquer qu'une autre personne meure ou agir sans preuve solide. Le Dieu merci, tu as décidé d'agir. Jessica hocha la tête. Mais ce qui me terrifie le plus, c'est de penser au nombre d'autres personnes comme ma grand-mère et toi qu'Allison a pu faire souffrir. Combien de familles ont souffert parce qu'une femme avait décidé qu'elle pouvait gagner de l'argent et du pouvoir en manipulant des personnes âgées vulnérables. Cet après-midi-là, Marcus est venu me chercher après ma rencontre avec Jessica. Sur le chemin du retour, je lui ai raconté tout ce que j'avais appris sur le comportement d'Allison. Marcus, lui dis-je, j'ai besoin de te demander encore quelque chose, et je veux que tu sois complètement honnête avec moi. Bien sûr, maman. Demande-moi ce que tu veux. Est-ce qu'Allison a déjà parlé de mon testament ou de planification financière? Marcus se tendit visiblement. Oui, admit-il après une pause. Il y a environ 3 mois, elle a commencé à aborder le sujet souvent. Elle disait qu'il était important de s'assurer que tes affaires soient en ordre, surtout avec ton supposé déclin mental. Quel genre de suggestions faisait-elle? Elle voulait que je te convainque de me donner une procuration. Elle disait que ce serait plus facile de gérer tes finances si quelque chose t'arrivait. Elle a aussi suggéré que tu devrais envisager de mettre ta maison à mon nom pour éviter des complications juridiques plus tard. Mon sang se glaça. Et toi, qu'as-tu pensé de ces suggestions? Au début, je résistais. Ça me paraissait prématuré, mais Allison était très insistante. Elle disait que c'était la chose responsable à faire, qu'attendre serait une erreur terrible. Marcus, oui. Est-ce que j'ai signé des papiers ces dernières semaines sans m'en souvenir clairement? Son silence fut une réponse suffisante. Marcus, j'ai besoin que tu me dises la vérité. Il y a 2 semaines, murmura-t-il enfin. Allison a dit que tu avais eu un épisode particulièrement mauvais, que tu étais très confuse et que tu avais exprimé des inquiétudes concernant tes finances. Elle a dit que tu avais demandé qu'on vienne t'aider à organiser des papiers. Et quand nous sommes arrivés, tu paraissais un peu désorienté. Allison avait préparé certains documents qu'elle disait avoir été recommandés par ton avocat. Tu as dit que tu voulais les signer pour que tout soit en ordre. Quels documents?
Une procuration limitée et un ajout à ton testament. J'ai eu l'impression qu'on me frappait dans l'estomac. Un ajout? Allison a dit que tu voulais ajouter une clause qui me donnerait le contrôle immédiat de tes biens si tu étais déclarée mentalement incompétente. Marcus, dis-je d'une voix tremblante, je n'ai jamais demandé ces documents. Je n'ai jamais parlé de ça avec mon avocat. Allison m'a drogué ce jour-là pour que j'aie l'air confuse, puis elle m'a manipulé pour me faire signer des papiers que je n'aurais jamais signés en étant lucide. Marcus arrêta la voiture sur le parking d'un centre commercial et se couvrit le visage avec ses mains. Mon Dieu, maman. J'ai été un idiot complet. J'aurais dû tout remettre en question. J'aurais dû insister pour parler directement avec ton avocat. Ne te blâme pas. Elle préparait ce moment depuis des mois. Elle t'avait conditionné à croire que j'étais malade, que mon jugement était compromis. Quand est venu le moment d'agir, tu étais déjà prêt à accepter sa version des faits. Que allons-nous faire avec ces documents? Nous allons aller directement voir mon avocat demain et nous allons tout annuler. Je vais expliquer dans quelles circonstances ils ont été signés et je vais m'assurer qu'Allison n'ait jamais accès au moindre centime de mon argent. Cette nuit-là, pendant que Marcus appelait son avocat pour fixer un rendez-vous d'urgence, je me suis assise dans mon bureau et j'ai passé en revue tous mes documents financiers. L'ampleur de ce qu'Allison avait planifié faisait peur. Avec ces documents que j'avais signés sous l'influence de ces drogues, elle aurait eu pratiquement le contrôle de toute ma fortune. Une fois qu'elle m'aurait fait placer dans une résidence en tant que patiente atteinte de démence, elle aurait pu manipuler mon argent librement en me gardant sous sédation et isolée. Et, finalement, quand il ne lui aurait plus été utile de me garder en vie, elle aurait trouvé un moyen d'accélérer ma mort, exactement comme elle l'avait fait avec la grand-mère de Jessica. C'était un plan parfait, exécuté par une femme qui avait fait du meurtre un art, mais elle avait commis une erreur fatale. Elle avait sous-estimé la détermination d'une jeune femme qui refusait d'oublier sa grand-mère, et cela avait causé sa perte. Allison s'est réveillée du coma 4 jours après avoir bu le poison qui m'était destiné. Quand la détective Chen m'a appelé pour me l'annoncer, j'ai ressenti un mélange étrange de soulagement et d'appréhension. D'un côté, j'étais contente d'apprendre qu'elle n'était pas morte. Aussi monstrueuse soit-elle, je ne voulais pas porter sa mort sur ma conscience. De l'autre, je savais que son réveil signifiait que je devrais l'affronter en face. Comment va-t-elle? Ai-je demandé au téléphone. Physiquement, elle récupère bien, répondit la détective Chen. Mais mentalement? Eh bien, elle est très agitée. Elle demande sans cesse son mari et, quand nous lui avons dit que vous alliez bien, sa réaction a été intense. Quel genre de réaction? Une dénégation totale. Elle insiste sur le fait qu'il y a eu une erreur, qu'elle ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Mais le plus préoccupant, c'est qu'elle demande aussi spécifiquement après vous, Madame Morrison. Voulez-vous la voir? Mon estomac se noie. Je dois la voir. Vous n'y êtes pas obligé, mais cela pourrait être utile à l'enquête. Parfois, quand les suspects sont confrontés directement à leurs victimes, ils révèlent des informations importantes. Mais je comprendrai totalement si vous ne vous sentez pas à l'aise. J'y ai réfléchi un moment. Une partie de moi voulait se cacher, faire comme si Allison n'existait pas et laisser la justice suivre son cours sans ma participation directe. Mais une autre partie, plus forte, voulait la regarder dans les yeux et lui dire qu'elle n'avait pas réussi à me détruire. Je le ferai, dis-je finalement, mais je veux que Marcus soit présent. Bien sûr. Demain après-midi, ça vous convient? Ce soir-là, Marcus et moi étions assis dans ma cuisine, buvant du thé et nous préparant mentalement à ce qui viendrait. Depuis que nous avions découvert la vérité, il s'était montré incroyablement protecteur envers moi, comme s'il craignait qu'Allison puisse me nuire même depuis son lit d'hôpital. Maman, me dit-il, tu n'as pas besoin de faire ça. On peut laisser la police et les avocats s'occuper de tout. Si, je dois le faire, répondis-je avec plus de fermeté que je n'en ressentais. J'ai besoin de la voir. J'ai besoin de comprendre comment j'ai pu rester aveugle si longtemps. Tu n'étais pas aveugle. C'est une manipulatrice experte. Peut-être. Mais je crois aussi qu'une partie de moi ne voulait pas voir les signes, parce que je voulais croire que j'avais enfin une belle-fille qui se souciait de moi. Marcus me prit la main. Maman, tu as toujours eu quelqu'un qui se soucie de toi. Tu m'as moi. Je sais, mon chéri, mais c'est différent. Tu es mon fils. Tu es censé m'aimer. Allison, elle, avait choisi d'être dans ma vie et du moins c'est ce que je croyais. L'idée que quelqu'un me choisisse,
me considère digne d'affection sans obligation familiale. Ça comptait beaucoup pour moi. Et elle en a profité. Oui, elle a profité de ma solitude, de mon désir d'être aimé, de ma peur de vieillir. Elle connaissait exactement mes points faibles et les a utilisés contre moi. Le lendemain, en entrant à l'hôpital, j'avais l'impression de marcher vers mon propre supplice. La détective Chen nous escorta à travers des couloirs qui sentaient le désinfectant et la douleur jusqu'à la chambre où Allison était gardée. Un policier se tenait à la porte, ce qui me rassura un peu. Mais lorsque la détective ouvrit la porte et que je vis Allison pour la première fois depuis cette horrible nuit au restaurant, toute ma préparation mentale s'évapora. Elle était pâle et amaigrie, avec des tubes fixés à son bras, mais ses yeux avaient la même intensité calculée qu'avant. Quand elle me vit entrer, son expression changea immédiatement pour une vulnérabilité feinte. « Gloria » dit-elle d'une voix faible en tendant la main vers moi. « Dieu merci, tu vas bien. » J'étais tellement inquiète. Je restai debout près de la porte, refusant de m'approcher de son lit. Marcus se plaça protecteur entre nous. « Allison » dis-je d'une voix ferme. « Nous savons ce que tu as fait. » Son air de confusion paraissait sincère, mais j'avais appris à quel point elle jouait bien la comédie. « De quoi parles-tu ? C'est moi qui suis tombé malade. Quelqu'un a essayé de nous empoisonner toutes les deux. » Non, répondis-je. Quelqu'un a essayé de m'empoisonner, moi, et cette personne, c'était toi. Pour la première fois, je vis une lueur plus sombre dans ses yeux, vite cachée derrière des larmes apparemment sincères. Gloria, je ne comprends pas pourquoi tu m'accuses d'une chose pareille. Je t'aime comme une mère, je ne te ferai jamais de mal. Comment as-tu aimé la grand-mère de Jessica Torres ? Demandai-je. Le changement sur son visage fut instantané. Les larmes séchèrent, la vulnérabilité disparut, et pendant un instant j'aperçus la vraie Allison, froide, calculatrice, furieuse. Je ne sais pas de qui tu parles, dit-elle, mais sa voix avait perdu toute chaleur feinte. Marcus fit un pas en avant. Allison, nous avons trouvé les médicaments chez toi. Nous avons trouvé ta correspondance. Nous savons pour l'argent, pour les documents que tu as fait signer à maman, nous savons tout. Allison se redressa dans le lit et le masque de la victime innocente commença à tomber complètement. Marcus, mon chéri, tu dois comprendre. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour notre avenir. Notre avenir ? Répéta-t-il, incrédule. Ta mère est âgée, Marcus. Il ne lui reste pas beaucoup d'années en bonne santé. Ne vaudrait-il pas mieux qu'elle profite de ces dernières années dans un endroit où elle recevrait les soins appropriés pendant que nous construisons notre vie sans avoir sans cesse à nous inquiéter pour elle ? La froideur avec laquelle elle parlait de moi, comme d'un objet encombrant, me donna la nausée. « Et l'argent » demanda Marcus. « Tout cela, c'était pour l'argent » Allison soupira, comme si elle expliquait une évidence à un enfant. « L'argent est important, Marcus. Ta mère ne vivra pas éternellement et, quand elle partira, pourquoi ne pas s'assurer que nous serons à l'aise ? Elle n'a pas besoin de toutes ces économies dans une maison de retraite. Tu es en train de parler de me tuer. Dis-je, la voix tremblante mais ferme. Pour la première fois, Allison me regarda avec une haine pure. Je parle d'être pratique face à une situation inévitable. Pratique, comme tu l'as été avec la grand-mère de Jessica ? Son sourire devint cruel. Elena Torres était une vieille femme solitaire qui allait mourir de toute manière. Au moins, je me suis assuré que ces derniers mois soient confortables et que son argent finisse entre tes mains. Elle n'avait personne. Sa famille la visitait une fois par mois, avec de la chance. Moi, j'ai été la seule à vraiment m'occuper d'elle à la fin. Marcus tremblait de rage. Combien d'autres personnes as-tu fait souffrir, Allison ? Je n'ai fait souffrir personne, répondit-elle froidement. J'ai offert une transition paisible à des personnes qui souffraient déjà. Une transition paisible, répétai-je. Tu appelles transition paisible le fait d'empoisonner petit à petit des personnes âgées jusqu'à les tuer. Je les gardais confortables, insista-t-elle. Sans douleur, sans peur. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent espérer à la fin de leur vie. La détective Chen, qui prenait des notes en silence, prit enfin la parole. Madame Morrison, admettez-vous avoir causé volontairement la mort d'Elena Torres et avoir planifié de faire la même chose avec Gloria Morrison ? Allison se rendit compte trop tard de ce qu'elle venait d'avouer. Elle tenta de se rétracter. Non,
Je ne parlais pas littéralement, je suis confuse à cause des médicaments. Mais le mal était fait. Elle avait montré son vrai visage, et tous dans la pièce en avaient été témoins. Alison, dis-je en m'approchant enfin de son lit mais en restant hors de sa portée, je veux que tu saches quelque chose. Pendant des mois, tu m'as fait douter de mon propre esprit. Tu m'as fait croire que j'étais un fardeau, que je perdais ma valeur en tant que personne. Mais j'ai survécu. Et je vais m'assurer que tu n'aies plus jamais l'occasion de faire ça à qui que ce soit. Ses yeux se remplirent de rage. Vieille idiote, siffla-t-elle. Tu devrais être reconnaissante. Je voulais t'offrir une mort digne. Maintenant tu vas pourrir lentement dans un foyer miteux où personne ne se souciera de toi. Marcus fit un pas vers elle, mais je posai ma main sur son bras pour l'arrêter. Ça ne vaut pas la peine, dis-je. Elle ne peut plus nous faire de mal. En sortant de la chambre, j'eus l'impression d'avoir affronté le démon qui vivait dans ma vie depuis des mois. C'était terrifiant, mais aussi libérateur. Comment tu te sens ? Me demanda Marcus en marchant dans le couloir. Comme si je venais de me réveiller d'un très long cauchemar, répondis-je. Et comme si je pouvais enfin commencer à guérir. Cette nuit-là, la détective Chen m'appela pour m'informer qu'Alison avait décidé de passer aux aveux en échange d'un accord. Elle avait admis non seulement la tentative de meurtre contre moi, mais aussi la mort d'Elena Torres et de 2 autres vieilles femmes au cours des 3 dernières années. 3 autres ? Demandai-je, horrifié. Oui. Une fois qu'elle a commencé à parler, elle semblait presque soulagée de pouvoir enfin dire ce qu'elle faisait. Je crois qu'elle portait ce poids depuis longtemps. Que va-t-il lui arriver maintenant ? Avec ses aveux et les preuves que nous avons, elle risque la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas ressenti de triomphe ni de vengeance. Seulement une profonde tristesse pour toutes les vies qu'Alison avait détruites, et un énorme soulagement que son règne de terreur soit enfin terminé. Mais je savais aussi que la partie la plus difficile de mon processus de guérison ne faisait que commencer. 6 mois après cette nuit horrible au restaurant, je me réveille chaque matin avec une sensation que j'avais oubliée, la paix. C'est une sensation étrange après avoir vécu si longtemps dans la peur constante, en doutant de mon esprit, en pensant perdre un peu de moi-même chaque jour. Ma routine matinale a complètement changé. Je n'ai plus besoin de vérifier sans cesse si j'ai fermé la porte ou éteint la cuisinière, parce que maintenant je fais confiance à ma mémoire. Je n'ai plus besoin de remettre en question chaque décision en me demandant si c'est un signe de déclin mental. Je sais que mon esprit est clair, qu'il l'a toujours été, et que mes confusions et mes oublis venaient du poison, pas d'une maladie. Marcus vient me rendre visite tous les dimanches, et notre relation a changé d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La culpabilité qu'il portait, d'avoir douté de moi et d'avoir laissé Alison me manipuler, l'avait rongé pendant des semaines après le procès. Mais nous avons travaillé ensemble en thérapie familiale et peu à peu, nous avons construit une confiance nouvelle, plus profonde. Maman, m'a-t-il dit lors d'une séance, je crois qu'une partie de moi a toujours su que quelque chose clochait. Mais il était plus facile de croire que ton esprit déclinait que d'affronter la possibilité que ma femme soit une menteuse. Pourquoi plus facile ? Demanda la thérapeute. Parce que si maman était malade, je pouvais être le héros qui prenait soin d'elle. Mais si Alison mentait, ça voulait dire que j'avais fait le mauvais choix, que j'avais apporté un danger dans la vie de ma mère. Ça faisait de moi le méchant de l'histoire. Ça faisait mal d'entendre ça, mais c'était aussi un soulagement. Marcus avait trouvé le courage d'être honnête sur ses propres peurs et insécurités, et cela nous a permis de guérir pour de vrai. Le procès d'Alison a duré 3 semaines. J'ai témoigné pendant 2 jours entiers, racontant mon histoire devant un jury qui m'écoutait avec un mélange d'horreur et de compassion. Jessica Torres aussi a témoigné, parlant avec courage de la mort de sa grand-mère et de sa détermination à obtenir justice. Alison a tenté une défense pour maladie mentale, affirmant qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité qui l'empêchait de contrôler ses actes. Mais le procureur présenta des preuves de plusieurs années de planification méticuleuse, de recherche sur Internet sur les poisons et les méthodes de meurtre, de documents falsifiés et de manipulation financière. Quand le verdict fut rendu au coupable sur tous les chefs d'accusation, je n'ai pas ressenti la satisfaction que j'attendais. Seulement un vide. Une femme que j'avais un jour appelée famille allait passer le reste de sa vie en prison. Et même si je savais que c'était la justice, je ne pouvais m'empêcher d'éprouver de la tristesse pour ce qui aurait pu être si Alison avait choisi un autre chemin. Après le procès, j'ai décidé de faire de grands changements dans ma vie. Le premier fut de déménager.
Je ne pouvais plus vivre dans la maison où Allison était venue tant de fois m'empoisonner lentement. Chaque recoin me rappelait ces mois terribles. J'avais besoin d'un nouvel espace pour construire une nouvelle vie. J'ai trouvé une petite maison charmante près du lac, avec un jardin où je passe des heures à travailler la terre. Il y a quelque chose de profondément guérisseur dans le fait de planter des graines et de les voir pousser, de créer de la vie après avoir été si proche de la perdre. Jessica Torres est devenue une partie importante de ma nouvelle vie. Nous nous voyons régulièrement pour prendre un café, et nous avons développé une amitié qui va bien au-delà des circonstances qui nous ont réunis. Elle termine ses études d'infirmière, et je l'aide financièrement. C'est ma manière d'honorer la mémoire de sa grand-mère Elena et de remercier Jessica de m'avoir sauvé. Madame Morrison, m'a-t-elle dit lors d'une de nos dernières rencontres, il y a quelque chose que je veux vous dire. Dis-moi, ma chère. J'ai pensé à me spécialiser dans les soins gériatriques. Je veux travailler avec les personnes âgées, les aider à garder leur dignité et leur indépendance le plus longtemps possible. C'est merveilleux, Jessica. Qu'est-ce qui t'a inspiré à prendre cette décision? Vous. Elle répondit simplement. Vous vous êtes battue pour retrouver votre vie. Vous avez refusé de vous laisser définir par ce qu'Allison vous a fait. Vous m'avez montré que les personnes âgées ne sont pas des victimes impuissantes, ce sont des guerriers qui ont survécu à des décennies de vie et qui méritent respect et protection. Ces mots m'ont réchauffé le cœur comme je ne l'avais pas ressenti depuis longtemps. Savoir que mon horrible expérience pouvait inspirer quelque chose de bon dans le monde donnait un sens à toute la douleur que j'avais traversée. J'ai commencé à parler publiquement de mon histoire, non pas pour chercher de l'attention ou de la sympathie, mais pour éduquer d'autres familles sur les signes d'abus envers les personnes âgées. C'est surprenant combien de gens viennent me voir après mes conférences pour me dire qu'ils reconnaissent certains des schémas que je décris dans leur propre famille. Une femme de 70 ans m'a raconté que son gendre la pressait de lui donner accès à ses comptes bancaires, utilisant le même genre de manipulation qu'Allison avait utilisé avec moi. Une autre famille a réalisé que les épisodes de confusion de leur père arrivaient toujours après les visites de sa nouvelle aide-soignante. Je ne peux pas sauver tout le monde, mais si mon histoire peut aider à prévenir ne serait-ce qu'un seul cas d'abus, alors tout ce que j'ai traversé aura valu la peine. Marcus a commencé à fréquenter une nouvelle femme, Sarah, qu'il a rencontrée dans un groupe de soutien pour les proches de victimes de crimes. Au début, je craignais que cela n'affecte notre relation reconstruite, mais Sarah est vraiment merveilleuse, honnête, transparente, et elle respecte totalement les limites que Marcus et moi avons établies. Maman, m'a dit Marcus la semaine dernière, je veux que tu saches que je ne laisserai plus jamais quelqu'un te faire du mal. J'ai appris à reconnaître les signes de manipulation et je te promets que je te croirai toujours si tu me dis que quelque chose ne va pas. Marcus, ai-je répondu, je n'ai pas besoin que tu me protèges de tout. J'ai juste besoin que tu aies confiance en moi et en mon jugement. Je suis plus forte que ce que nous pensions tous les deux. Et c'est vrai, je suis plus forte. Avoir survécu à la trahison d'Allison, avoir lutté pour ma santé mentale et ma vie, m'a appris des choses sur moi que je n'avais jamais su. J'ai 62 ans, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que ma vraie vie ne fait que commencer. J'ai repris des activités que j'avais abandonnées pendant les mois où Allison m'empoisonnait. Je suis retourné à mes cours de yoga, où mes camarades m'ont accueilli à bras ouverts. Je me suis inscrite à un club de lecture à la bibliothèque locale. J'ai même pris des cours de peinture, quelque chose que j'avais toujours voulu faire, mais pour lequel je n'avais jamais trouvé le temps. Chaque nouvelle activité, chaque nouvelle amitié, chaque jour où je me réveille sans peur est une victoire sur ce qu'Allison a essayé de me faire. Elle a tenté de me transformer en une victime impuissante, une vieille femme confuse qu'on pouvait manipuler et finalement éliminer. Mais elle a échoué. Un après-midi, alors que je travaillais dans mon jardin, j'ai trouvé une lettre dans ma boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'expéditeur, mais j'ai immédiatement reconnu l'écriture. C'était d'Allison, qui écrivait depuis la prison. Pendant un instant, j'ai pensé la jeter sans l'ouvrir. Je ne lui devais rien et je n'avais aucune obligation de lire ces mots. Mais la curiosité a été plus forte que la prudence. La lettre était brève, comme toujours avec Allison, entièrement centrée sur elle-même. Elle ne demandait pas pardon pour ce qu'elle avait fait. Au contraire, elle se plaignait des conditions de la prison et insistait sur le fait qu'elle avait été mal comprise. Elle terminait par une phrase qui m'a fait rire malgré tout. « J'espère que tu apprécies le service que j'ai essayé de te rendre. » Même maintenant, même après avoir avoué plusieurs meurtres, Allison se voyait comme l'héroïne de sa propre histoire. C'était un rappel parfait de pourquoi elle avait été si dangereuse et pourquoi ma décision de couper tout contact avec elle était la bonne. Cette nuit-là,
J'ai brûlé la lettre dans ma cheminée, regardant les mots se transformer en cendres. C'était symbolique. Le dernier vestige du pouvoir qu'Allison avait eu sur moi s'évaporait en fumée pour toujours. Ce matin, en buvant mon café sur le porche de ma nouvelle maison, en observant le soleil se lever sur le lac, je réfléchis à tout ce que j'ai perdu et tout ce que j'ai gagné. J'ai perdu mon innocence quant à la capacité humaine de faire le mal. J'ai perdu cette version de moi qui croyait que la bonté serait toujours reconnue et récompensée. Mais j'ai gagné quelque chose de beaucoup plus précieux. J'ai gagné la certitude absolue de ma propre force. J'ai gagné la sagesse qui vient d'avoir survécu à l'impensable. J'ai gagné une relation plus profonde et honnête avec mon fils. Et j'ai gagné la satisfaction de savoir que mon expérience aide à protéger d'autres personnes. Marcus arrive dans une heure pour notre déjeuner dominical. Nous allons cuisiner ensemble. Quelque chose que nous faisions quand il était enfant, mais que nous avions arrêté quand Allison est entrée dans nos vies. C'est une tradition que nous avons retrouvée, comme tant d'autres choses que je pensais perdues pour toujours. En attendant son arrivée, je pense à toutes les personnes qui n'ont pas eu ma chance. Elena Torres et les autres victimes d'Allison n'ont jamais eu l'occasion de reconstruire leur vie. Mais leur mémoire vit dans le travail que Jessica et moi faisons pour prévenir de futurs abus. À 62 ans, j'ai appris que la vie peut changer en un instant. Elle peut devenir un cauchemar sans prévenir. Mais elle peut aussi se transformer en quelque chose de beau au moment où on s'y attend le moins. La clé est de ne jamais abandonner, de continuer à se battre, même quand il semble que tout espoir est perdu. Je suis Gloria Morrison. J'ai survécu à une tentative de meurtre de la part de ma propre famille et je suis ici pour raconter mon histoire. Pas comme une victime, mais comme une guerrière qui a refusé d'être réduite au silence. Et chaque jour où je me réveille libre, en bonne santé et maître de ma propre vie est ma plus douce revanche contre ceux qui pensaient pouvoir me détruire.